Mes premiers mots vont aux organisateurs de ce colloque et avant tout à Irène Jourdeuil qui m'a sollicité pour cette communication sur la primatie de Bourges. Je répondrai à cette invitation en proposant aujourd'hui un parcours documentaire conçu autour de 3 jalons et qui a suscité quelques digressions ou excursus. En guise de préambule et pour mieux cerner la naissance d'une figure institutionnelle, il faut rappeler que le titre de primas en latin, ou d'évêque du premier siège, primecedis episcopus, attesté dès l'Antiquité tardive, prend une nouvelle consistance à l'âge carolingien. Nouveau venu de la hiérarchie épiscopale, supérieur du métropolitain et assimilé au patriarche, le primat est une création du pseudo-Isidore et de sa collection canonique des fausses décrétales, composées au cours des décennies centrales du IXe siècle, dans la province de Reims et peut-être à l'abbaye de Corbie. Une collection qui connaît un immense succès dans tout l'Occident, à compter du XIe siècle. Parmi les fausses décrétales, j'ai retenu ici celle du pseudo-Étienne, dont un chapitre, le 9e, précise que seuls les évêques qui tiennent les premiers sièges peuvent être appelés primats dans la filiation de l'ordre des cités antiques avant même la venue du Christ, une pensée ici pour la Notitia Galliarum, et que ces primats reçoivent les causes majeures des évêques qui leur sont portées dans le respect de l'autorité du siège apostolique. Au gré des collections canoniques, les textes fondateurs sur les primats finissent leur course dans le décret de Gratien, qui inaugure la nouvelle science du droit dans ses 2 recensions produites à Bologne entre 1140 et 1150. Une des 101 distinctions de la première partie du décret est d'ailleurs spécialement dédiée aux primats, c'est la distinction 99 des primatibus, et l'on y trouve en bonne place les décrétales d'origine pseudo-isidorienne, comme celles d'Anaclet et d'Anicet. Il revient aux décrétistes, ceux qui commentent le décret de Gratien dans leur enseignement, d'avoir affiné la doctrine. Dans sa Summa Decretorum, en 1188-1190, Uguccio, qui traite de la décrétale d'Anaclet, distinction 99, et d'un passage des étymologies d'Isidore de Séville sur l'ordre quadripartite des évêques, la distinction 21, Uguccio donc procède à une clarification essentielle. Il convient, selon lui, et j'ai indiqué les 2 extraits, de séparer les patriarches majeurs ou principaux, qui sont seulement au nombre de 5, Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem, des autres patriarches ou primats, lesquels, selon lui, sont improprement dits patriarches, qui improprie dicuntur patriarchae, à savoir les titulaires des sièges d'Aquilée, Grado, Pise et Bourges. Un archevêché de Bourges, déjà cité dans la somme sur le décret d'Étienne d'Orléans, ensuite évêque de Tournai, au milieu des années 1160. Contemporain d'Uguccio, Henri de Sully hérite de son prédécesseur Pierre de la Châtre le type de sceau qui met en exergue la dignité de patriarche de Bourges. Et vous avez ici un exemple d'un acte de 1186. Mais Henri de Sully est aussi
le premier archevêque à introduire dans ses chartes, à compter de 1185, la suscription de primat d'Aquitaine. Ego Henricus Dei gratia Bituricensis archiepiscopus, Aquitaniae primas. L'innovation en dit beaucoup sur la représentation de la prérogative supérieure, à savoir la primauté sur les deux provinces de Bourges et de Bordeaux, reconnue par la papauté dans les privilèges généraux depuis Eugène III en 1146. Et l'introduction du titre de primat se répercute à l'occasion auprès de tous ceux, papes et évêques, qui s'adressent à l'archevêque de Bourges. En 1212, alors qu'il est engagé depuis quelques années dans un procès à la curie romaine contre l'archevêque de Bordeaux, Gérard de Craux, cela est connu par la médiation de lettres d'Innocent III qui ont été copiées dans le cartulaire de Bourges, qui, comme vous le voyez, a été endommagé par l'incendie de 1859, Gérard de Craux donc a présenté un ensemble d'écrits authentiques, Authentica Scripta, qui visait à prouver l'usage de la primatie. Perque usum nitebatur ostendere primatiae, soit des lettres de pape et du haut clergé de la province de Bordeaux, à commencer par le métropolitain et ses suffragants, qui attestent l'emploi du titre de primat à l'endroit de l'archevêque de Bourges. Des écrits authentiques qui étaient les signes tangibles de la reconnaissance de la prééminence de la primatie, prééminentia primatiae. Pareille considération se découvre dans les propos rapportés d'un chanoine de Limoges, ancien notaire d'Henri de Sully et de Guillaume, qui certifie avoir vu, de la part de l'archevêque de Bordeaux et de ses suffragants, des lettres, et il faut ici dépasser le cercle étroit des suscriptions et des adresses de chancellerie, des lettres donc qui qualifient l'archevêque de Bourges de primat d'Aquitaine ou, avec plus d'emphase, de primat de toute l'Aquitaine, totius Aquitaniae primas. Un usage diplomatique qui tranche, selon lui, selon le chanoine, avec les contestations élevées par le métropolitain de Bordeaux, Guillaume Amanieu. Ce témoignage fait partie des quelques 47 dépositions recueillies par l'abbé de Marmoutier lors d'une enquête pontificale réalisée sur l'usage de la primatie, super usu primatiae, entre 1216 et 1218. L'entreprise mobilisa les institutions ecclésiastiques de la cité, du diocèse et de la province de Bourges, le chapitre cathédral, les collégiales, au nombre de 5, évoqués tout à l'heure par Vincent Tabag, les abbayes ou encore les prieurés. La réception des témoins souleva elle-même un problème juridique, puisque le juge délégué, l'abbé de Marmoutier, avait officié au-delà de la mort du pape Innocent III, qui était son mandant. L'affaire se prolongea jusqu'au début du pontificat de Grégoire IX, lorsque furent admises, donc presque 10 ans après avoir été recueillies, les dépositions de ces 47 témoins. L'enquête pontificale de 1216-1218, en voulant établir un usage, contribua nettement à la formation d'un droit. Les témoins furent requis sur des articles d'interrogation selon la procédure inquisitoire et ils durent se déterminer à la suite de la figure d'autorité du doyen du chapitre cathédral qui fut le premier à déposer. De la teneur de la parole testimoniale
la consécration de l'archevêque de Bourges, la visite de la province de Bordeaux et la connaissance des appels sont autant de facettes d'une jurisdictio primatie en gestation qui ne renie pas pour autant les liens d'homme à homme et les marques d'estime, indices d'une soumission honorable et d'une protection bienveillante. Pour le dire autrement, le cap juridictionnel n'est pas franchi, mais il est en vue. En la matière, le moment crucial est à situer au début des années 1230, lorsque commence au principal, et non plus simplement sur le sujet de la validité des témoignages de 1216-1218, lorsque commence donc au principal une instance relative à la primatie de Bourges dans la province de Bordeaux, sous l'épiscopat de Simon de Sully. L'ordinatio rendu par Grégoire IX en 1232 est un point de référence jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Ce texte, qui est transmis dans le cartulaire de l'archevêché de Bourges, est également copié dans celui de l'évêché d'Angoulême, dans la province de Bordeaux, ce qui révèle sa diffusion. Sans entrer dans le détail des dispositions, il y est question de consécration de l'archevêque. L'archevêque de Bordeaux consacre l'archevêque de Bourges avec les suffragants de cette église, d'assistance au concile provincial, de réception des appels, de visite et d'adresse de chancellerie. La plupart de ces points ont généré un long cycle procédural ponctué par des règlements complémentaires et des consultations entre 1240 et 1280. Le cap juridictionnel se mesure également dans la pratique. Si la visite d'Henri de Sully de 1186 est documentée par l'enquête de 1216-1218, plusieurs archevêques de Bourges ont parcouru à des degrés divers la province de Bordeaux, sans toujours recevoir, disons-le d'emblée, un accueil des plus cordiaux. La documentation est très inégale. On dispose d'un procès-verbal de la visite de Jean de Sully en 1265, qui voyagea sous bonne escorte des commissaires pontificaux, et le recueil des visites de Simon de Beaulieu comporte celles réalisées dans la province de Bordeaux en 1284, laquelle entraîna beaucoup de contestations. D'autres visites se perdent dans les brumes, à l'image de celle accomplie sans doute en 1247 par l'archevêque Philippe Berruyer et que j'ai pu identifier à travers une mention d'un miracle sur la Gironde relaté dans le procès de canonisation du prélat. L'écho des procédures qui animèrent les années 1230 se perçoit à des degrés divers. Le cartulaire du chapitre cathédral de Bourges, dû à Étienne de Gallardon, qui s'illustra aussi dans la confection d'un des registres du roi de France Philippe Auguste, a gardé mémoire de tractations entre l'archevêque et le chapitre quant à la nécessité de contribuer aux dépenses procédurales, puisque l'affaire engageait la dignité de l'Église, et de demeurer indemne, toutefois, de toute forme de préjudice qui pourrait advenir in facto primatie. Voyez ce titre en marge, De indemnitate capituli in facto primatie. D'autres empreintes sont à chercher dans la collection de décrétales du Liber Extra, promulgué par Grégoire IX en 1234, qui recueille diverses lettres pontificales sur le conflit entre Bourges et Bordeaux. Il faut faire une place particulière, enfin,
à la littérature procédurale qui, depuis les libelli de iure canonico de 1235-1236 par Goffredo da Benevento, des libelli qui sont revisités par le Speculum Judiciale de Guillaume Durand, ces œuvres ont accueilli le libelle introductoire composé pour l'archevêque de Bourges, Simon de Sully, en 1231. Et celui qui fut chargé de la confection du libelle, donc Goffredo, un civiliste, était un expert en la matière. Comme il le dit lui-même, il avait officié en qualité d'avocat pour les primats de Bourges, de Tolède et de Pise. J'envisage maintenant deux autres principaux jalons documentaires qui appartiennent au XVe siècle. Après l'éclipse des juridictions ecclésiastiques associées à la papauté avignonnaise, les primaties, dont celle de Bourges, reprennent du service à la faveur de la tourmente ecclésiale du grand schisme. Dans un recueil de concilia, nous est parvenue une consultation qui touche le droit primatial et patriarcal de Bourges dans la province de Narbonne. Sur une dizaine de folios, le juriste anonyme qui donne son conseil se prononce sur le bien fondé du chapitre Conquestus du décret de Gratien, une autorité canonique, à savoir une lettre interpolée du pape Nicolas Ier à Raoul de Bourges, qui sous-tend les prétentions de Bourges sur Narbonne depuis le milieu du XIIe siècle. Et vous avez le factum qui est posé et qui rappelle que l'archevêque de Bourges prétend détenir le ius primatiae seu patriarcale sur l'Église, la cité, le diocèse et la province de Narbonne. Et la question est celle de savoir si l'autorité conquestus suffit à conclure la cause. Le dernier folio de cette consultation, dont je vous épargne les développements, surtout à cette heure avancée, livre quelques éléments qui permettent de mieux cerner le contexte de production du texte. La demande de conseil est à mettre au crédit de l'archevêque de Narbonne, François de Conzié, camérier du pape, et elle gagne à être rapprochée du privilège accordé par Benoît XIII en 1403, qui exempte l'Église de Narbonne, son archevêque et sa province de la primatie et du patriarcat de Bourges. Le privilège fut confirmé au sortir du schisme par Martin V, pape élu du concile de Constance. La version de 1418 est marquée par une allusion au chapitre Conquestus, par-delà l'attribution fautive à Nicolas II en lieu et place de Nicolas Ier. C'est le signe, en tout cas, de la cohérence procédurale et ecclésiologique du XVe siècle. La dernière halte du périple nous conduit à la toute fin du XVe siècle, vers 1492-1493. Elle présente l'avantage d'illustrer les prétentions de Bourges dans la province de Toulouse, évêché suffragant de Narbonne, élevé au rang de métropole en 1317, et permet de saisir l'insertion de la juridiction primatiale et patriarcale dans l'ordre bénéficial ordinaire de la fin du Moyen Âge. Le fond de l'affaire regarde la confirmation de l'élu de Toulouse, Pierre de Rosiers, disputée entre Narbonne et Bourges. Produite en défense de l'Église de Toulouse, les Allegationes cherchent à établir la soumission immédiate au siège apostolique. Ce faisant, elle mobilise le souvenir de la fondation de Jean XXII
autant que le socle doctrinal et procédural, depuis les fausses décrétales, il est question du livre des conciles d'Isidore, jusqu'au litige jugé sous Grégoire IX à la curie romaine. Je conclurai en évoquant une postérité de l'affirmation de la primatie de Bourges entre XIIIe et XVe siècle. Au milieu du XVIe siècle, un auteur anonyme, identifié au moine de Saint-Sulpice de Bourges, Benoît Vernier, rédigea son ouvrage intitulé Patriarchium Bituricense. Le savant bénédictin a eu recours aux archives, et l'on perçoit bien, en l'espèce, pour ces notices d'archevêque, celle d'Henri de Sully, par exemple, la dépendance à l'égard d'un vetus instrumentum qui n'est autre que l'enquête pontificale de 1216-1218, premier jalon de l'itinéraire. Sans adhérer à la perfection du retour cyclique, mon propos entend souligner les effets sur la longue durée du tournant procédural du XIIIe siècle. J'ajouterai que les procès de la seconde moitié du XVe siècle, qui se sont déployés non seulement en cour de Rome, mais aussi devant les juridictions royales, et en particulier au Parlement de Paris, ont eu des conséquences notables. Dans leur état actuel, les liasses sur la primatie de Bourges conservées aux archives départementales du Cher perpétuent très largement des dossiers de preuves avancés entre les années 1460 et 1490. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice pour cet exposé largement documenté. On l'a vu grâce à ta présentation. Donc sur cette dispute un peu perpétuelle, on va pouvoir te poser des questions, voilà, entre Bourges et Bordeaux, et sur l'importance, tu l'as dit, de cette procédure en fait, et sa postérité jusqu'à l'orée de l'époque moderne.